Bonjour tout le monde. Dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons débuter notre chapitre sur la production économique en étudiant les méthodes de calcul du PIB. Donc, commençons tout de suite par une brève définition du PIB. Statistique Canada, qui est l'organisation économique chargée de colliger les statistiques au Canada, elle définit le PIB comme étant la valeur monétaire, donc la valeur en argent, de la totalité des biens et services produits dans un pays sur une période donnée. Habituellement, on parle ici d'une année ou encore d'un trimestre. Le PIB, donc, c'est un grand chiffre. C'est un grand chiffre parce qu'un pays comme le Canada ou un pays industrialisé produit généralement beaucoup de richesses. Pour vous donner un ordre de grandeur, le PIB au Canada va se chiffrer en billions de dollars. Donc ça correspond là à 12 zéros après l'unité. Donc on parle au Canada de 2,2 billions de dollars. Faites bien attention si jamais vous faites une lecture en anglais versus en français. Les lectures anglophones, les termes ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'en anglais, le billion de dollars correspond plutôt au milliard de dollars en français, ce qui peut être là, quand même confondant quand on sait que le billion en français, eh bien, c'est quand même le 1000 de plus, 1000 fois plus élevé là, que le billion en anglais. Au Québec, les provinces, ou plutôt au Canada, les provinces responsables du PIB canadien, ce sont principalement les provinces les plus populeuses. On parle ici donc du Québec avec 442 milliards de dollars. Vous avez l'Ontario avec 876 milliards. Et ensuite, là, la Colombie-Britannique et l'Alberta avec respectivement 313 et 353 milliards de dollars. Pour un total final de 2,2 billions de dollars dans le PIB au Canada en 2024. Pour calculer le PIB, on a ici une opération qui est complexe parce que, eh bien, c'est beaucoup d'activités économiques. Statistique Canada va donc calculer le PIB à trois reprises. On a la méthode du calcul par les dépenses, la méthode du calcul par les revenus et la méthode du calcul par la valeur ajoutée. Les trois méthodes ici sont complètement équivalentes. Nous, dans le cours d'économie globale, on va se concentrer sur la méthode par les dépenses, mais sachez bien que peu importe la méthode de calcul du PIB, le résultat devrait être sensiblement le même. Je dis sensiblement le même parce qu'il peut toujours se glisser des erreurs humaines qui font en sorte que la réponse finale peut diverger là, par un petit montant. Donc, quand on parle de méthode par l'approche des dépenses, ça convient ici, en fait, ça correspond plutôt à observer toutes les dépenses du monde pour des produits, des biens produits sur le territoire canadien. L'approche par les dépenses, donc, on regarde toutes les dépenses et pour chaque dépense observée, on se pose la question, est-ce que la dépense est associée à la production d'un bien final dans la dernière année, dans la dernière année sur le territoire canadien? Donc, je m'excuse là, déjà d'avance peut-être de Matou qui risque là, de revenir à quelques occasions dans la capsule. Les dépenses, naturellement, engendrent toujours un revenu. Donc, quand quelqu'un dépense de l'argent, forcément, ça crée un revenu pour quelqu'un d'autre dans l'économie. On pourrait donc regarder tous les revenus des gens dans l'économie. Ce serait équivalent à regarder toutes les dépenses. Mais attention, toutes les dépenses ne sont pas forcément comptabilisées dans le PIB d'un pays. Je vous donne ici trois exemples de dépenses qui ne sont pas comptabilisées. Donc la colonne là, de droite des diapositives. Par exemple, lorsque vous suivez un cours d'approfondissement en économie sur une université américaine en ligne, même si vous êtes un consommateur québécois, le cours n'a pas été produit au Québec. Le cours a été produit, par exemple, aux États-Unis. Il ne s'agit donc pas d'un service produit au Canada. Vous avez un dentiste qui achète de la pâte à dents produite au Canada pour votre rendez-vous biannuel de nettoyage. Cette opération-là, bien qu'il s'agisse d'un bien produit au Canada, ne sera également pas comptabilisée. Ici, la subtilité, c'est que le PIB ne comptabilise que les biens finaux. Un bien final, c'est quoi? C'est un bien qui est arrivé à la fin de sa chaîne de transformation, de sa chaîne de production,
et qui est essentiellement là, prêt à être consommé dans sa forme finale. Dans ce cas-ci, votre dentiste, le bien final, ce serait plutôt le nettoyage de votre bouche que le dentiste va vous facturer. Pourquoi? C'est quoi la différence donc entre le dentiste qui achète de la pâte à dents et vous qui payez pour votre rendez-vous à la clinique de votre dentiste? Eh bien, c'est pour éviter les problèmes de double comptage. Parce que lorsque vous payez votre dentiste pour votre nettoyage, eh bien, votre dentiste vous fait une facture avec un montant, et dans les montants de la facture, il y a, bon, naturellement, les honoraires du dentiste, mais aussi les équipements qu'il a utilisés. Donc, le dentiste se trouve à vous charger pour la pâte à dents que vous avez utilisée, que vous avez consommée pendant votre nettoyage. Et donc, lorsque je comptabilise votre nettoyage, je comptabilise par la bande, je comptabilise l'achat de la pâte à dents. Et donc, si je comptabilisais en plus de ça le dentiste qui achète de la pâte à dents, eh bien, la pâte à dents serait comptabilisée à deux reprises dans le calcul. Et finalement, une troisième dépense qui n'est pas calculée, une troisième transaction, ce serait si par exemple vous rachetez l'ancienne voiture de vos parents avant de déménager pour l'université. Une fois de plus, vous avez une dépense ici qui n'est pas comptabilisée. Pourquoi? Parce que la voiture n'a pas été produite dans la dernière année. La voiture date de quand vos parents l'ont achetée, par exemple, et à ce moment-là, elle a été comptabilisée à cette époque-là. Et donc, je ne la recomptabiliserai pas une nouvelle fois, ce n'est pas de la nouvelle activité économique. Donc, le calcul par la méthode des dépenses, pour nous, ça va être la méthode la plus pertinente. Et ce n'est pas une opération facile, comptabiliser le calcul par les dépenses. Essentiellement, on va regarder toutes les transactions économiques qui ont eu lieu au pays et on va se poser la question, est-ce que cette transaction-là d'une entreprise, par exemple, implique une dépense en contrepartie d'un bien ou d'un service? Donc, chaque année, Tim Hortons déclare ses ventes au gouvernement à l'aide de rapports fiscaux. Et dans ces déclarations-là, donc, on est capable de dire, par exemple, que Tim Hortons a produit 10 de café qu'il va vendre en Colombie-Britannique et 5 de Timbits qu'il vend au Québec. Ces opérations économiques-là de Tim Hortons correspondent effectivement à des dépenses au Canada pour des biens produits dans la dernière année et sont donc comptabilisées. On doit faire ça pour l'ensemble de l'activité économique au Canada. Ce n'est pas une opération mince, ce n'est pas une opération facile, mais au final, on peut simplifier la présentation de l'ensemble des données qui sont collectées. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les dépenses effectuées au Canada reposent essentiellement sur l'une des quatre grandes catégories de dépenses. Et il s'agit ici donc de notre équation probablement la plus importante pour le cours, c'est-à-dire que la production intérieure brute, lorsqu'elle est calculée par la somme des dépenses, est égale à la somme des dépenses de consommation des ménages, plus la somme de dépenses d'investissement des entreprises, plus la somme des dépenses des administrations publiques, plus une correction ici pour le commerce international. Donc, regardons-les rapidement, les différentes composantes du PIB. Vous avez d'abord les dépenses de consommation qui représentent et de loin la composante la plus importante de la production intérieure brute. Dans le PIB canadien, on parle ici de 1372 milliards de dollars. Vous pouvez dépenser de l'argent donc en tant que consommateur pour des biens ou des services. Et lorsqu'on parle de biens, Statistique Canada va distinguer trois types de biens. Vous avez les biens durables, qui sont des dépenses pour des biens que vous allez conserver sur une grande période de temps. Donc, on parle ici de loyer, d'automobiles, de meubles électroménagers. Vous avez des biens semi-durables, qui sont habituellement pour les vêtements, et des biens non durables. À ce moment-là, on pense beaucoup plus à l'énergie, donc l'essence que vous achetez pour vos voitures, ou encore là, les aliments que vous achetez pour votre épicerie. Au final, vous n'avez pas besoin de retenir tous les montants associés à chaque composante de la dépense de consommation, mais c'est important de se rappeler que la dépense de consommation est, et de loin, la composante la plus importante du PIB. Vous avez ensuite les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement, ce sont toutes les dépenses pour l'acquisition d'actifs non financiers.
Donc, on parle ici principalement de résidences, donc d'immeubles résidentiels. On parle de machinerie, on parle d'usines, de propriété intellectuelle. Ce sont essentiellement les entreprises privées qui vont produire là, le plus de capital. Vous avez le gouvernement qui peut également produire du capital, dépenser de l'argent pour du capital. Remarquez ici que je l'ai mis en rouge parce que moi, je préfère le comptabiliser dans la portion des dépenses des administrations publiques. Sauf que Statistique Canada, lui, le comptabilise dans la formation brute de capital fixe, qui est essentiellement le terme un peu plus là, juste pour parler d'investissement. Donc, vous avez ici une formation brute de capital fixe. Le gouvernement, sa formation brute de capital fixe, lui, c'est beaucoup plus les infrastructures publiques. Donc, on parle d'écoles, on parle de création de ponts, création de tramways, par exemple, à Québec, ce type de dépenses-là. Et vous avez finalement une petite portion d'inventaire des stocks. Les inventaires, c'est principalement les entreprises agricoles. Il s'agit ici de production économique pendant l'année qui ne sont pas nécessairement vendues pendant l'année et qui vont être réutilisées ou écoulées l'année d'après. Donc, vous avez par exemple beaucoup de producteurs agricoles qui vont produire des semences et qui vont par exemple stocker les semences dans des silos pour soit les replanter ou les revendre l'année d'après. Vous avez donc des inventaires comme ça, des stocks, des variations de stocks dans l'économie. Ce montant-là est généralement plutôt faible. Vous avez les dépenses des administrations publiques qui sont, ma foi, non négligeables quand même. On parle ici de 635 milliards de dollars. C'est tout ce qui touche les administrations publiques, donc du gouvernement fédéral jusqu'aux administrations municipales. On parle de dépenses principalement de consommation. Donc les dépenses de consommation, c'est lorsqu'un gouvernement dépense de l'argent pour entretenir un service. Pensez aux dépenses de portefeuille, aux salaires qui sont versés aux médecins, aux enseignants et à la fonction publique. Vous avez également ensuite des dépenses de formation brute de capital fixe. Moi, j'aime le comptabiliser ici. Donc, on parle d'investissement en immeubles, donc l'hôtel de ville, des piscines publiques, la construction d'un pont, d'un tramway, etc. Donc, des dépenses qui mènent à la création d'un capital fixe. Et vous avez finalement une correction pour le commerce international, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a regardé l'ensemble des dépenses de consommation dans un pays, l'ensemble des dépenses de consommation, là, par exemple, associées à la production de Timbit et de café au Tim Hortons. Par contre, le problème quand je fais juste regarder les dépenses, c'est que certaines de vos dépenses ne sont en fait pas des dépenses pour des biens produits au Canada. Donc, vous avez peut-être dépensé de l'argent, par exemple, pour du café chez Tim Hortons, sauf que le café de Tim Hortons, on s'entend pour dire qu'il n'est pas entièrement produit par Tim Hortons au Canada. C'est-à-dire que oui, on fait les opérations de torréfaction du café dans un Tim Hortons, on vous le met dans un gobelet et ensuite on vous le vend. Sauf que Tim Hortons, lorsqu'il produit son café, ça lui prend des fèves de café. Et les fèves de café ne sont pas produites au Canada. Elles sont importées. Et donc, à ce moment-là, ce serait faux de dire que l'ensemble de la valeur que vous dépensez pour du café est attribuable à de la production économique canadienne. Nous allons donc retirer la richesse qu'on a utilisée qui provient d'ailleurs. C'est donc les importations. Je vais retirer les importations et au contraire, je vais ajouter les exportations, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la richesse économique produite au Canada qui n'apparaîtra pas dans vos dépenses. Pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'elles sont consommées par des étrangers. Donc, Statistique Canada n'a pas accès nécessairement aux dépenses des étrangers. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'un bien va sortir des frontières canadiennes, on va considérer comme s'il avait été vendu. Et au contraire, à chaque fois donc qu'un bien rentre dans les frontières canadiennes, on va considérer qu'on a acheté un bien étranger. Vous avez donc les exportations moins les importations, et c'est ce qu'on appelle la balance commerciale. La balance commerciale canadienne en 2024 était négative, moins 57 milliards de dollars. Ça implique quoi ça? Ça implique que nous avons consommé 57 milliards de dollars de biens étrangers, de plus que les étrangers n'ont acheté de biens canadiens. Généralement, la balance commerciale canadienne est plutôt neutre.
On va avoir l'occasion de regarder ces considérations-là plus en détail dans le cours d'économie internationale pour les gens là, qui vont suivre ce cours-là. Vous avez ici un résumé là, du schéma là, du PIB canadien. Vous avez une production intérieure brute, donc en 2024, de 2267 milliards de dollars. Et les dépenses sont comme ça divisées entre les dépenses pour les consommateurs, C, plus les dépenses d'investissement, I, plus les dépenses d'administration publique, G, plus la balance commerciale. Si vous faites la somme individuellement de chacune de ces composantes-là, vous allez vous rendre compte que vous n'arriverez pas tout à fait à 2,267 milliards de dollars. C'est normal. Moi, quand j'ai présenté le PIB ici, j'ai retiré quelques composantes du PIB, dont notamment les organisations sans but lucratif, qui sont présentées par Statistique Canada, qui ont des dépenses de consommation principalement, mais qui ont finalement un rôle plutôt marginal. Donc, pour des fins de simplification, je les ai retirés de mon analyse. Sauf que si vous allez sur Statistique Canada, vous allez les voir, ils vont être présentes. Au final, donc, un petit rappel rapide. Donc, vous avez... D'accord. Donc, pardon, désolé de l'interruption. Donc, je vais reprendre là où j'étais. La diapositive ici, donc, on a étudié les différentes composantes du PIB canadien. Dans les précédentes diapositives, il y avait beaucoup de chiffres sur les différentes composantes et la valeur des différentes composantes du PIB canadien. Vous avez ici une représentation visuelle un petit peu plus claire, peut-être, des différentes composantes du PIB qui nous permettent de constater quelques caractéristiques de l'économie canadienne. D'abord, de loin, l'économie canadienne repose sur la dépense de consommation des citoyens. C'est-à-dire que vous êtes responsable de 35% là, du PIB canadien et même, je dirais, plus que ça, parce que la balance commerciale ici est environ nulle. C'est-à-dire que les exportations sont très similaires aux importations. Et donc, au final, sur le PIB du Canada, c'est plus que 50% du PIB canadien qui est attribuable à la dépense de consommation. Vous avez également le fait que le gouvernement canadien joue un rôle important dans l'économie. C'est-à-dire ici, 16% du PIB canadien est attribuable au gouvernement, soit par ses services qu'il dispense, donc les dépenses de consommation, ou encore par les infrastructures que le gouvernement canadien finance. On parle ici de dépenses non négligeables. Certains pays, comme les États-Unis par exemple, auraient une portion plus faible des dépenses gouvernementales. Donc, ça dépend beaucoup là, de la philosophie économique du pays. Vous avez finalement, pour terminer notre composition sur le calcul du PIB, des sources d'erreurs qui sont non négligeables. Et ça veut dire quoi ça? Eh bien, lorsque le gouvernement du Canada, ou plutôt Statistique Canada, comptabilise le PIB, il regarde l'ensemble des transactions économiques qui sont déclarées au gouvernement. Dans ce cas-ci, par contre, il est indéniable que certaines transactions économiques ne font pas l'objet d'une déclaration et qui est donc, on va dire, clandestine. Elle est invisible au gouvernement. On parle ici principalement de métiers pour lesquels le salaire ou la rémunération est versée en argent comptant. Lorsque les métiers sont payés en argent comptant, pensez aux métiers, par exemple, dans un restaurant, un serveur dans un restaurant, les pourboires, parfois, ne seront pas déclarés. C'est facile de cacher cet argent-là à la fiscalité. On peut penser également à certains biens, certains biens qui sont, par exemple, peut-être illégaux. Donc, on pourrait parler de cannabis et de tabac de contrebande ou encore de contrebande là, de drogue un peu plus dure. Ce sont naturellement de l'activité économique de par leur illégalité qui n'est pas déclarée au gouvernement. Ceci dit, si elle était déclarée, eh bien, ça remplirait toutes les boîtes de qu'est-ce qu'une transaction économique comptabilisée. C'est-à-dire que c'est un service ou un produit qui a été produit dans la dernière année au Canada et qui fait l'objet d'une transaction finale. Le secteur de la construction est également un autre secteur où on observe habituellement beaucoup de transactions au noir, donc de travail au noir.
Au Canada, les estimations du travail au noir sont toujours complexes. C'est difficile d'évaluer le travail au noir parce que, ben, ça le dit un petit peu, hein, c'est au noir, les gens ne le déclarent pas. Mais les estimations ici placent les moyennes autour de 2,5%. Certaines études arrivent avec des résultats un peu plus élevés, d'autres avec des résultats un petit peu plus faibles. Et vous avez finalement une dernière source d'erreur qui n'est pas vraiment une source d'erreur, mais qui est quand même un élément que le PIB ne prend pas en compte, mais qui est non négligeable, et c'est ce qu'on va appeler le travail domestique. Imaginez-vous que vous passez votre dimanche chez vous à faire du ménage. Ce n'est pas une opération qui va générer du calcul dans le PIB. C'est-à-dire que ce n'est pas une transaction économique, personne ne vous paye pour faire le ménage chez vous. Par contre, si vous engagez une personne pour faire le ménage, là on parle d'une activité économique, on parle d'une dépense qui est comptabilisée. Mais au final, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre vous qui faites le ménage et une personne que vous payez pour faire un ménage? C'est la même activité économique, c'est la même opération. Euh, donc ici, lorsque ça ne fait pas l'objet de dépenses, eh bien ce n'est pas comptabilisé. Au Canada, on estime que c'est environ 32% du PIB canadien qui serait du travail là, comme ça, domestique, qui ne fait pas l'objet de transactions. Par exemple, chez les femmes de 25 à 54 ans, c'est 1400 heures par année de travail qu'on dédie à du travail domestique. Ce travail-là, naturellement, n'est pas rémunéré, mais s'il l'était, on parlerait de beaucoup, beaucoup d'activités économiques. Donc ça, au final, c'est non négligeable. Particulièrement également lorsque vous voulez commencer à faire des comparaisons internationales. Il y a des pays où le travail domestique est une composante majeure du PIB. Et donc, ça peut venir fausser parfois les comparaisons entre certains pays, particulièrement lorsqu'on vous compare des pays à revenus élevés avec les pays à revenus plus faibles. Donc voilà, c'est ce qui clôt pour nous ici notre premier module, en fait notre première vidéo sur le calcul de la production intérieure brute.